Bienvenue dans la série 13 de physique, la première partie qui concerne le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Dans cette série, j'ai choisi 4 exercices extraits des examens de baccalauréat. Ils serviront comme révision à cette leçon. Exercice 1. C'est la deuxième partie d'un exercice de baccalauréat qui concerne la chute de ce solide dans le champ de pesanteur uniforme. On détache le corps S du ressort R, on comprime suffisamment le ressort et on place à son extrémité libre le corps S puis on le lâche. À un instant donné, le corps S quitte le ressort et arrive au point O1 avec une vitesse V01 faisant l'angle alpha avec l'horizontale et de norme V01 égale à 2 mètres par seconde. La figure 2, l'angle alpha est de 30 degrés. On étudie le mouvement de chute libre du centre d'inertie G dans le repère O1 et 1J, lié à un référentiel terrestre considéré galiléen. On choisit l'instant de passage de G par O1 comme origine des dates. C'est-à-dire lorsqu'il passe en O1, c'est T égale à 0. Ça va nous aider dans les conditions initiales. Première question. Par application de la deuxième loi de Newton, trouvez les équations horaires numériques x1 de t et y1 de t du mouvement de G. Toujours pour trouver les équations numériques, il faut connaître l'accélération pour pouvoir dire s'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme ou bien rectiligne uniformément varié. Pour cela, on va appliquer la deuxième loi de Newton comme les autres leçons pour trouver l'accélération et ses projections. Donc, premièrement, le solide S est soumis à l'action de son poids et on lui applique la deuxième loi de Newton comme dit la question dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Le schéma de la situation est le suivant. On a ici le solide S qui part de O1 dans l'air. Il est soumis à l'action de son poids. Ça veut dire que la seule force appliquée, c'est le poids P, d'où la somme des forces égale à MA. Ça veut dire P égale à MAG. En simplifiant par M dans le poids, on trouve AG égale G. Donc l'accélération possède le même sens et la même direction que P. Maintenant, on va projeter l'accélération sur les axes de ce repère pour trouver AX1 et AY1. Puisque A a la même direction que G et le même sens, donc A est perpendiculaire à X, parallèle à Y de sens opposé. Donc par projection de l'accélération sur les axes du repère, on obtient AX1, c'est X1 de point égal à 0, puisque G est perpendiculaire à X1, et AY1 qui est égal à Y de point 1, la dérivée seconde de Y, égale à moins G, puisque G est parallèle à cet axe et de sens opposé. Puisque l'accélération à x1 est nulle, donc le mouvement selon x1 est rectiligne uniforme. Donc chaque fois que l'accélération est nulle sur un axe, le mouvement sur cet axe est rectiligne uniforme, d'où l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme. x1 égale v0 x1t plus x0. Maintenant, on va déterminer les conditions initiales, c'est x0 et v0 x1. Pour cela, je vais reproduire le schéma de v0 dans ce repère. C'est v01, l'axe des x, l'axe des y. Le v0 x1, c'est cette composante. C'est la projection de v0 sur l'axe des x, c'est-à-dire v0 cos alpha. Il est de sens positif. Pour x0, c'est l'abscisse x à l'instant t égale à 0, puisque le mobile part de O à t égale à 0, donc x0 égale à 0. Donc, on va écrire que v0 x1 c'est v0 cos alpha et x0 égale à 0. Donc, l'équation horaire sera x1 égale v01 cos alpha t. Dans l'énoncé, il est dit les équations numériques, c'est-à-dire il faut remplacer v01 et cos alpha par leur valeur. Donc, on a la valeur de v01 dans l'énoncé et la valeur de alpha c'est 30 degrés. On obtient que x1 égale 1,7t. C'est 2 fois cos 30, c'est 1,7.
De même, l'accélération AY elle est constante. Et chaque fois que l'accélération est constante selon un axe, le mouvement sur cet axe il est rectiligne uniformément varié. Et chaque fois que le mouvement est rectiligne uniformément varié, son équation est une équation horaire du second degré de la forme n demi a t au carré plus v0 yt plus y0. Le a c'est moins g, donc c'est moins n demi gt carré. Il nous reste les conditions initiales v0, y1, y0. Je reviens à ce schéma. Le solide part de haut à l'instant t égale à 0, donc le y0 il est nul. Le v0, y c'est la projection de v0 sur l'axe d'y, c'est cette partie, c'est v0 sin alpha. Donc je remplace v0, y1 par v0 sin alpha, y0 par 0, j'obtiens moins n demi gt au carré plus V01 sinus alpha t. Et comme c'est demandé les équations horaires numériques, je remplace G par sa valeur, V01 par 2, alpha par 30, et je trouve moins 5t carré plus t. G c'était 10, divisé par 2 c'est 5, avec le signe moins. Ce sont les équations horaires numériques du mouvement de G lorsqu'ils sont en chute libre après le passage par O1. Deuxième question, déduire l'expression numérique de l'équation de la trajectoire. Pour trouver l'expression de l'équation de la trajectoire, on utilise les équations horaires et on élimine le temps entre les deux équations. Donc ça veut dire que l'élimination du temps entre les deux équations horaires conduit à l'équation de la trajectoire. Et toujours l'équation de la trajectoire, c'est une coordonnée en fonction de l'autre, y égale à f de x. On a déjà tout à l'heure x égale à 1,7t, donc t égale à x sur 1,7. Donc je vais remplacer le temps t dans l'équation y. Y égale à moins 5t carré plus t, ça sera moins 5t carré, je remplace par cette expression x sur 1,7, plus t, c'est-à-dire plus x sur 1,7. En faisant l'application numérique, on trouve que l'équation de la trajectoire et y égale moins 1,73x carré plus 0,6x. Si on nous demande quelle est la nature de cette trajectoire, c'est une équation du second degré, donc la trajectoire est parabolique. Troisième question, le corps S tombe-t-il dans la cuve à eau de largeur L égale x12 moins x11, avec x11 c'est 30 cm et x12 40 cm, on doit justifier la réponse et on néglige les dimensions de S, c'est-à-dire on considère que S se forme d'un point. Voyons le schéma de la situation. Le solide S part avec une vitesse V0, 1 à partir de haut. Il va faire une chute parabolique. On se demande est-ce qu'il va tomber avant la cuve, ou bien dans la cuve, ou bien après la cuve. Pour cela, je vais chercher l'abscisse de chute du solide G sur ce plan-là. Je vais appeler le point de chute ici un point P. Pour cela, je vais dire au point P, lorsqu'il va chuter ici, on a Y égale à 0. Donc lorsqu'il va tomber ici, il tombera en un point P d'abscisse XP différent de 0, bien entendu, et d'Y égale à 0, puisque ce plan-là correspond à Y égale à 0. On prend donc l'équation de la trajectoire, on la met égale à 0, on cherche la valeur de x qui va annuler cette trajectoire avec cette valeur de x différente de 0, c'est-à-dire yp moins 1,73xp au carré plus 0,6xp égale à 0. Je peux factoriser par xp. Je sais que xp est différent de 0, donc ce n'est pas une solution. Je prends la parenthèse et je trouve que xp égale à 0,6 sur 1,73, c'est 34,7 10 moins 2 mètres, c'est 34,7 cm. Donc, on écrit que xp, il appartient à l'intervalle 30-40. Je conclus donc que le corps S tombe dans la cuve. Exercice 2. Un skieur glisse sur une montagne recouverte de glace, au pied de laquelle se trouve un lac d'eau. La figure suivante donne l'emplacement du lac d'eau par rapport au point haut où le skieur sera obligé de quitter le sol de la montagne.
avec une vitesse v faisant un angle alpha avec l'horizontale. Le skieur part d'un point D situé à la hauteur h par rapport au plan horizontal contenant le point O. La hauteur h, c'est entre le plan contenant D et le plan contenant O. La vitesse v du skieur lors de son passage au point O s'exprime par la relation v égale racine de 2gh. Lorsqu'il va quitter ici, sa vitesse sera égale à v0 égale à v égale à 2gh. Dans un essai, le skieur passe par le point O, origine du repère, avec une certaine vitesse, alors il tombe dans le lac. Lorsqu'il a passé ici avec une vitesse, il est tombé dans le lac. Et l'objectif de l'exercice, on veut déterminer la hauteur minimale Hn du point D à partir duquel doit partir le skieur sans vitesse initiale pour qu'il ne tombe pas dans le lac. On veut chercher quelle est la hauteur minimale à laquelle doit se trouver D pour que le skieur, lorsqu'il passe en haut avec une vitesse V, ne tombe pas dans le lac. On allait donner la masse du skieur, l'accélération de la pesanteur, la hauteur h, c'est-à-dire entre le plan où se trouve l'origine O et le plan où se trouve la surface du lac, c'est-à-dire de O jusqu'à A, il est d'une distance grand H. L'angle alpha est de 30 degrés, la longueur du lac est de 10 mètres, de A jusqu'à B. Pour cet exercice, on assimile le skieur et ses accessoires à un poids matériel G et on néglige tous les frottements et toutes les actions de l'air. Donc, dans le schéma, on va représenter le skieur par un point G et ce point G aura toute la masse du skieur et ses accessoires et toutes les forces appliquées sur le skieur sont appliquées sur le point G. La question 1. Le skieur quitte le point O à l'instant t égale à 0 avec une vitesse v0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer l'équation différentielle que vérifie chacune des coordonnées du vecteur vitesse dans le repère ou IJ. La méthode à suivre toujours pour appliquer la deuxième loi de Newton, c'est faire le bilan des forces, choisir le repère, faire un schéma de la situation et appliquer la deuxième loi de Newton et la projeter sur les axes du repère. Et on lui applique la deuxième loi de Newton d'après l'exercice dans un référentiel terrestre supposé galiléen. On va schématiser le repère avec la vitesse initiale du skieur. On va chercher d'abord les conditions initiales de ce skieur lorsqu'il passe par. Donc nous allons considérer les conditions initiales qui sont données par ce schéma. L'abscisse initiale x0 et l'ordonnée initiale y0 sont nulles parce que le skieur part du point O à l'instant 0. La vitesse initiale sera décomposée en deux coordonnées, v0x qui sera égal à v0 cos alpha et v0y qui sera égal à v0 sin alpha. Cette situation est semblable à celle de l'exercice précédent et aussi celle du cours. L'application de la deuxième loi de Newton, sigma des forces égale à ma, ça veut dire que le poids égale à ma, donc A égale à G. On projette A sur les axes X et Y. D'abord, G est vertical et dirigé vers le bas. C'est comme le sens et la direction du poids P. Donc la projection de A sur l'axe des X, elle est nulle. AX égale à X de point égale à 0. Et la projection de A sur Y sera égale à moins G. Nous, on nous demande les équations différentielles qui vérifient les coordonnées du vecteur vitesse. Donc, je vais remplacer AX par dVx et AY par dVy. Donc, l'équation différentielle vérifiée par les coordonnées de la vitesse sont les suivantes. On va commencer d'abord par dVx sur dt qui est égal à x égale à 0. C'est la première équation différentielle. Et la deuxième équation différentielle, AY égale dVy sur dt égale à moins G. Donc, ce sont les équations différentielles vérifiées par les coordonnées de la vitesse. Si on nous demande l'équation différentielle vérifiée par les coordonnées, ce sont x de point égale 0, y de point égale à moins G. Donc, il faut faire attention à l'équation différentielle demandée.
Est-ce que c'est celle des coordonnées du vecteur vitesse ou bien des coordonnées du vecteur position, c'est-à-dire les coordonnées x et y. La deuxième question, on nous demande de montrer que l'équation de la trajectoire du skieur s'écrit dans le repère cartésien sous la forme yx égale moins 1 demi gx carré sur v0 carré cos carré alpha plus x tangente alpha. Ceci revient d'abord à chercher les équations horaires et à éliminer le temps entre les équations horaires et trouver l'équation de la trajectoire. Pour déterminer l'équation horaire, on va faire une intégration de la coordonnée vitesse et en tenant compte des conditions initiales déjà données dans la question précédente. Commençons par dvx sur dt qui est égal à 0. Donc, vx, c'est une constante, puisque sa dérivée elle est nulle. Et si une grandeur est constante, il garde la valeur initiale. Donc, cette constante n'est que v0x. Et d'après les conditions initiales précédemment décrites, le v0x, c'est v0 cos alpha. On sait que vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Et puisque vx est égal à une constante, x est une fonction du premier degré, c'est-à-dire que le x sera égal à v0 cos alpha fois t plus x0. Et selon les conditions initiales, x0 égale à 0. D'où l'équation horaire x, c'est v0 cos alpha t. Dans ce cas, je ne remplace pas v0 et cos alpha par leur valeur numérique, parce que ce n'est pas demandé dans la question. On fait la même chose pour AY, qui est égal à dvy sur dt, qui est égal à une constante. Puisque la dérivée de y est une constante, la fonction vy est une fonction du premier degré. C'est moins g fois t plus une constante qui s'appelle v0y. Ce v0y, c'est v0 sin alpha d'après les conditions initiales. vy n'est autre que dvy sur dt. Puisque vy est une fonction du premier degré, alors, comme déjà dit, y sera une fonction du second degré. C'est moins 1 demi gt au carré, c'est la primitive de moins gt, plus v0 sin alpha t, c'est la primitive de v0 sinus alpha t, plus une constante y0. D'après les conditions initiales, y0 égale à 0, donc j'ai l'équation horaire selon l'axe des y, moins 1 demi gt carré plus v0 sin alpha t. Troisième étape et dernière, c'est tirer le temps de cette équation et le remplacer dans l'autre. Donc, d'après l'équation x égale v0 cos alpha t, on tire le temps égale x sur v0 cos alpha. On le remplace dans y et on trouve moins 1 demi g. Au lieu d'écrire t carré, j'écris x sur v0 cos alpha plus v0 sinus alpha fois x sur v0 cos alpha. J'aurai ici moins gx carré sur v0 cos carré alpha. Ici, le v0 se simplifie et sinus alpha sur cos alpha, c'est tangente alpha. L'équation de la trajectoire est donc y égale moins gx carré sur 2v0 carré cos carré alpha plus x tangente alpha. C'est l'expression demandée dans la question. Deuxième question, déterminer la valeur h minimale de la hauteur h pour que le skieur ne tombe pas dans le lac d'eau. Je vais donner le schéma de l'exercice. Il part du point D, il va quitter la piste en haut, il fera une trajectoire parabolique. On nous demande la valeur minimale de h pour que le skieur ne tombe pas dans le lac, c'est-à-dire que le skieur tombe en un point au-delà de B, c'est-à-dire que le x du skieur lorsqu'il tombe ici sera supérieur à xb. Donc si on veut résumer les conditions à réunir pour ne pas tomber dans le lac, il faut que le skieur lorsqu'il arrive au niveau du lac, son ordonnée y elle est égale à moins h. N'oublions pas que l'ordonnée est une grandeur algébrique. Il peut être soit positif, soit négatif selon la position du point. Donc ce plan, il est dans la partie négative de l'axe OY. Donc le YB
elle doit être égale à moins h, c'est-à-dire moins 0,5 mètres. Et l'abscisse du skieur doit être au moins égale à xb, c'est-à-dire il doit être au moins égal à 10 mètres, puisque le point B est situé à une abscisse x égale à 10 mètres. Pour que le skieur ne tombe pas dans le lac d'eau, le centre d'inertie du skieur doit avoir les coordonnées xb qui est égal à d égale à 10 mètres et yb qui est égal à OA qui est égal à moins h égale à moins 0,5 mètres. Donc je vais reprendre l'équation de la trajectoire et remplacer le x par xb et le y par yb et la vitesse par son expression donnée dans l'énoncé. Donc je vais reprendre l'équation de la trajectoire et remplacer x par xb et y par yb. Donc je remplace yb par moins h, j'obtiens moins g fois xb au carré, c'est-à-dire d au carré, sur 2 v0 cos carré alpha, plus xb, c'est-à-dire d tangente alpha, égale à yb, c'est moins h. Maintenant, on va remplacer v0 par l'expression donnée dans l'énoncé. Donc, on remplace v0 par son expression donnée dans l'énoncé. C'est v0 égale racine de 2gh. En le remplaçant ici, il sera 2gh. Donc, moins gd au carré sur 2 fois 2gh cos carré alpha plus d tangente alpha égale à moins h. G se simplifie avec G. Il me reste 4h cos carré alpha, d au carré au numérateur. Je fais passer ce terme de l'autre côté et h de ce côté. Et j'obtiens d au carré sur 4h cos carré alpha égale à h plus d tangente alpha. Donc d au carré sur 4 cos carré alpha fois h plus d tangente alpha. En faisant l'application numérique, on trouve 5,3 mètres. Donc, si le skieur est à une altitude moins de 5,3 mètres, il va tomber dans le lac. S'il a une altitude supérieure ou égale à 5,3 mètres, il ne tombera pas dans le lac. Troisième exercice. Un skieur veut s'exercer sur une piste modélisée par la figure 1. Avant de faire un premier essai, le skieur étudie les forces qui s'exercent sur lui lors du glissage sur la piste ABC. Les données de l'exercice, l'intensité de la pesanteur G, l'angle alpha d'inclinaison du plan AB, la largeur du lac C'D', grand L. On modélise le skieur et ses accessoires par un solide de masse M, 80 kg et de centre d'inertie G. On considère sur la partie AB que les frottements ne sont pas négligeables et on les modélise par une force constante. Première partie, étude des forces appliquées sur le skieur entre A et B. C'est-à-dire la première partie de cet exercice concerne le mouvement du skieur entre A et B. Le skieur part de A, d'abscisse x' A égale à 0, dont le repère O et G'. Donc ici, sur le plan incliné, on a choisi le repère O et G'. Sans vitesse initiale à un instant que l'on considère comme origine des temps. Le skieur glisse sur le plan incliné AB suivant la ligne de plus grande pente avec une accélération constante A. Donc il glisse sur A avec une accélération constante. Donc déjà cette information est dans l'exercice, c'est que l'accélération sur AB elle est constante. Donc on sait dorénavant que le mouvement sur AB est rectiligne uniformément varié et passe par le point B avec une vitesse VB égale à 20 mètres par seconde. Question 1. En appliquant la deuxième loi de Newton, trouvez en fonction de alpha, A et G l'expression du coefficient de frottement tangente alpha avec phi l'angle de frottement défini par la normale à la trajectoire et la direction de la force appliquée par le plan incliné sur le skieur. Cette question est pratiquement la révision de la première leçon, les lois de Newton, le mouvement d'un solide sur un plan incliné avec frottement. On commence d'abord par faire le bilan des forces exercées sur le skieur. D'après l'énoncé, il est soumis à deux forces PR, l'action du plan.
Donc, je vais dresser un schéma où je vais représenter les différentes forces et le repère de projection. Donc, on a un plan incliné, deux repères OX', OY'. Je prends un axe parallèle à OX' qui est confondu avec la trajectoire de G, le centre d'inertie du skieur, pour simplifier les projections. Le deuxième repère, il est perpendiculaire à OX. Donc, c'est comme j'ai fait une translation de l'axe des Y, une translation de l'axe des X. Après, je représente le point G, c'est le centre d'inertie du skieur. Je vais appliquer toutes les forces au point G. Il y a le poids P. Après le poids P, je vais représenter R. Puisque les frottements ne sont pas négligés, on va décomposer R en deux composantes, RT et Rn, c'est-à-dire une composante normale et une composante tangentielle. La composante normale, elle est perpendiculaire à la trajectoire et la composante tangentielle, elle est parallèle à la trajectoire et de sens opposé du mouvement. La somme de RT plus Rn, c'est R. Donc cette force, c'est la réaction R. Donc après avoir donné le bilan des forces et leur représentation, on passe à l'application de la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre supposé galiléen. C'est-à-dire, on va écrire que la somme des forces P plus Rn plus Rt égale à ma ou bien P plus R égale à ma. On adopte la deuxième écriture parce que déjà R est décomposé en deux forces Rn et Rt et leur projection est facile à trouver sur les axes. Donc on va projeter sur OX' et OY'. C'est-à-dire je vais prendre cette équation selon X et selon OY. Commençons d'abord par la projection de P sur l'axe des X. Je projette sur l'axe des X et cette partie c'est Px. Elle est positive. Cet angle alpha, je le trouve ici. Donc le Px, c'est le sinus de cet alpha. Donc Px sera égal P sinus alpha. Pour le Py, je projette l'extrémité de la flèche sur l'axe et cette partie, c'est Py. Elle est négative et cet angle alpha, je le trouve aussi ici. Ce Py, elle a la même longueur que ce segment en pointillé, qui est le cosinus de cet angle. Donc le Py, c'est cos alpha fois P avec un signe moins puisqu'il est de sens opposé à l'axe. Donc Py, c'est moins P cos alpha, Px, c'est P sin alpha. En remplaçant P par mg, on trouve ces valeurs. Pour R, il a deux composantes, Ry et Rx. Le Ry, c'est Rn, puisqu'il est de même sens que l'axe. Le Rx, c'est moins Rt, puisqu'il est de sens opposé à x. Bien entendu, l'accélération possède deux composantes. Ax qui est égal à A et Ay égal à 0, puisque le mouvement ne se fait pas sur l'axe des Y. Pour l'accélération A, il a une seule composante, c'est la composante selon l'axe du mouvement. Donc AX égale à A et AY égale à 0 car le mouvement ne se fait pas sur l'axe des Y. Donc on va réécrire ces équations selon X et selon Y. Donc Px plus Rx égale à Max, ça veut dire Mg sinus alpha moins Rt égale à Ma. Py plus Ry égale à May, c'est-à-dire Py plus Ry égale à 0, moins Mg cos alpha plus Rn égale à 0. Maintenant, on veut définir, la question demande le coefficient de frottement tangenti. D'après l'exercice, l'angle phi, c'est l'angle de frottement défini entre la normale, Rn, à la trajectoire, et R. Donc, ceci, c'est l'angle phi demandé dans l'énoncé. On nous demande la tangente de cet angle. La tangente de cet angle, c'est ce côté-là, de longueur RT, sur ce côté-là, de longueur Rn. Donc, la tangente alpha, c'est la valeur absolue de Rt sur Rn.
Donc, on doit chercher l'expression de RT et l'expression de Rn. D'après ces équations-là, RT, c'est mg sinus alpha moins ma, donc je factorise par m. Rn, c'est mg cos alpha. Et on sait que tangente phi n'est que la valeur absolue de RT sur Rn. Donc, le RT sera remplacé par cette expression, le Rn par cette expression. On trouve mg sinus alpha moins a sur mg cos alpha. On simplifie par m, on trouve ici cette expression qu'on peut arranger de cette façon-là. G sinus alpha sur G cos alpha, ça fera tangente alpha, moins A sur G cos alpha. C'est l'expression de tangente phi en fonction de alpha, de A et de G. Deuxième question. À l'instant TB, le skieur passe par le point B. Calculer la valeur de l'accélération A, en déduire la valeur du coefficient de frottement tangente phi. D'après les données de l'exercice, l'accélération est constante. Donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. On va exploiter cette donnée que le mouvement est rectiligne uniformément varié pour écrire les équations horaires de ce mouvement. V s'écrit AT plus V0 avec la vitesse initiale et nulle. D'après l'énoncé, il arrive au point B avec une vitesse VB égale à 20 mètres par seconde à l'instant TB. Donc je peux calculer A à partir de cette relation. Donc en B, j'ai A égale VB sur TB, c'est 2 mètres par seconde. Une fois que je connais la valeur de A, je reprends l'expression de tangente phi. Donc d'après la question précédente, tangente phi est égal à tangente alpha moins A sur G cos alpha. Je remplace alpha par sa valeur 20 degrés, G par 9,8, A par 2 mètres par seconde, on trouve 0,15. Donc la valeur du coefficient de frottement, c'est 0,15. La troisième question, montrer que l'intensité de la force R exercée par le plomb sur le skieur s'écrit sous la forme R égale mg cos alpha, facteur de racine de 1 plus tangente carré alpha, puis calculer R. Je reprends l'expression des composantes de la force R. Rx, c'était moins RT. Ry, c'est Rn. Le R égale racine carrée de Rx au carré plus Ry au carré, c'est-à-dire Rt au carré plus Rn au carré racine. Il faut faire apparaître ici la tangente phi, c'est-à-dire faire apparaître le rapport Rt sur Rn. Je vais factoriser par Rn au carré qui sortira de la racine et ça devient Rn racine de 1 plus Rt au carré sur Rn au carré. Le Rt sur le Rn n'est autre que tangente phi. Donc cette quantité, c'est tangente phi au carré. Donc le R sera égal Rn fois racine carrée de 1 plus tangente carré phi. Je rappelle l'expression de Rn déjà établie. C'est mg cos alpha. En remplaçant Rn par mg cos alpha, on obtient l'expression demandée dans l'énoncé. Pour le calcul de la valeur de R, on n'a qu'à remplacer chaque grandeur par sa valeur. Tangente phi par 0,15, alpha par 20 degrés, g par 9,8 et m par 80 kg. On trouve 745 newtons. Deuxième partie de l'exercice, c'est lorsqu'il quitte la piste, c'est l'étape du saut. À l'instant t égal à 0, que l'on considère comme une nouvelle origine des temps, le skieur quitte la partie de BC au point C avec une vitesse VC, dont le vecteur VC forme l'angle alpha 20 degrés avec le plan horizontal. Lors du saut, les équations horaires du mouvement de S donnent le repère DIJ sont x de t et y de t. Première question, déterminer dans le cas où VC égale 16,27 mètres par seconde les coordonnées du sommet de la trajectoire. D'après le cours, on sait qu'au sommet de la trajectoire, le vecteur vitesse il est horizontal. Ça veut dire que la composante VY elle est nulle. Donc au sommet S de la trajectoire, VY elle est égale à 0. VY n'est autre que la dérivée de l'équation Y. Cette composante elle est nulle au sommet de la trajectoire. Ce qui veut dire que le temps t égale à Vc sinus alpha sur g.
c'est le temps au bout duquel le skieur va arriver au sommet de la trajectoire. Donc, pour chercher les coordonnées du sommet, je n'ai qu'à remplacer t dans x et dans y. C'est-à-dire, on insère cette date dans l'expression des équations horaires. Donc, pour x, ça sera xs égale vc cos alpha fois tc moins 15. Je reprends cette équation et je remplace t par ts. Le ts, c'est vc sin alpha sur g. Ça donne cette expression vc au carré cos alpha sin alpha sur g moins 15. Ça donne moins 14,3 mètres. Ça veut dire le sommet possède une abscisse qui est négative, c'est-à-dire avant le point D. Pour YS, je prends cette équation et je remplace T par TS. Ça sera VC sin alpha sur G au carré au lieu de T au carré et VC sin alpha sur G au lieu de T. En réduisant au même dénominateur, on trouve VC au carré sin carré alpha sur 2G. Le calcul donne 1,58 mètres. Donc le sommet de la trajectoire possède comme abscisse moins 14,3 mètres et comme ordonnée 1,58 mètres. Deuxième question, déterminer en fonction de G alpha la condition que doit vérifier VC pour que le skieur ne tombe pas dans le lac. En déduire la valeur minimale de cette vitesse. Prenons le schéma de la situation. Le skieur va quitter la piste en C. Il sera en chute parabolique. Il va tomber sur le plan du lac. Une fois qu'il va passer par le plan du lac, et j'appelle le point de chute M, le Y du skieur sur ce plan, il est égal à 0. Donc, au niveau du lac, le Y est égal à 0. J'appelle le point où va tomber le skieur le point M. Je donne les équations du mouvement. Donc, lorsque le skieur va tomber sur le plan, le Y sera égal à 0. Donc, et je vais trouver l'instant T où le skieur va tomber sur le plan du lac. Donc, prenons cette équation égale à 0. En factorisant par T, j'ai deux solutions. T égale à 0, ça correspond au point de départ. Ce n'est pas la solution demandée. Le temps où il va tomber sur le plan, c'est ce deuxième cas. C'est 2VC sinus alpha sur G. Donc, le point G va tomber sur le plan du lac à l'instant Tm égale 2VC sinus alpha sur G. Je vais remplacer le Tm dans l'équation X. Et pour que le skieur ne tombe pas dans le lac, il faut que ce X soit supérieur à XD, c'est-à-dire supérieur à 0, puisque D c'est l'origine de ce nouveau repère. Donc pour que le skieur ne tombe pas dans le lac, il faut que Xm soit supérieur à XD. Remplaçant Tm dans l'équation horaire X, on trouve Vc cos alpha Tm moins 15 supérieur à XD. N'oublions pas que XD c'est 0. Cette équation donne 2VC au carré cos alpha sin alpha sur G moins 15 supérieur à 0. Je remplace Tm par cette expression ici. Donc, la vitesse au carré doit être supérieure à 15G sur 2 cos alpha sin alpha. Ça veut dire que V est supérieur à la racine de 15G sur 2 cos alpha sin alpha. Vous pouvez la laisser comme ça, comme vous pouvez remplacer 2 cos alpha sin alpha par sinus 2 alpha. Donc, pour que le skieur ne tombe pas dans le lac, il faut que la vitesse Vc soit supérieure à cette valeur. Donc, la valeur Vc doit être supérieure à la valeur numérique de 15G sur sinus 2 alpha, c'est-à-dire 15,2 mètres par seconde. Au-delà de 15,2, le skieur ne tombera pas dans le lac. Pour une valeur inférieure à 15,2, il va tomber dans le lac. Donc la valeur minimale de Vc, c'est 15,2 mètres par seconde. Passons au dernier exercice de cette série, l'exercice numéro 4. Le mouvement d'une balle de tennis dans un champ de pesanteur uniforme. Le tennis est un sport qui a des règles codifiées. En simple messieurs, il est pratiqué par deux joueurs dont l'un se trouve dans une zone A et l'autre dans une zone B. Les deux zones ont chacune une longueur L et sont séparées par un filet.
Au cours du match, chaque joueur tente de faire tomber la balle de tennis dans la zone de l'adversaire. On étudie le mouvement du centre d'inertie G d'une balle de tennis dans le repère orthonormé OIK, lié à un référentiel terrestre que l'on considérera comme galiléen. Le joueur se trouvant dans la zone A tente de faire passer la balle au-dessus de son adversaire se trouvant dans la zone B à une distance D du filet. Pour cela, il renvoie la balle à un instant choisi comme origine des dates t égale à 0 du point O avec une vitesse initiale V0 qui forme un angle alpha avec l'horizontale. Le point O se trouve à une distance D du filet à une hauteur h de la surface du sol. Figure ci-dessous. Donc ici, on a le terrain de tennis. La longueur de la zone A, c'est grand L. La longueur de la zone B, c'est grand L. Le filet au milieu du terrain. L'adversaire, il est à une distance D du filet. Le lanceur A, c'est-à-dire le joueur qui est dans la zone A, il est au point O. Il va lancer la balle à partir de O avec une vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha. Les données de l'exercice. On néglige les dimensions de la balle, c'est-à-dire on prend la balle comme un point. On nous donne les valeurs de G, l'intensité de pesanteur. La distance D, c'est 1 mètre. Grand D, c'est 13 mètres. Petit h, 0,7 mètres. Grand L, 12 mètres. La vitesse initiale, 13 mètres par seconde. Et l'angle alpha, c'est 45 degrés. Première question. Établir l'expression numérique Z égale f de x de l'équation de la trajectoire du centre d'inertie. Pour cela, on prend la situation initiale de la balle et le repère utilisé. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton pour trouver l'accélération. Puis, on va chercher les coordonnées de l'accélération. Ensuite, les équations horaires. Et enfin, l'équation de la trajectoire. Et n'oublions pas de donner l'expression numérique, c'est-à-dire remplacer les constantes par leur valeur numérique. La balle est soumise seulement à son poids P, dont le référentiel terrestre surposé galiléen, et on lui applique la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire la somme des forces égale à MA, P égale à MA, donc A égale à G. Avant de donner les projections de A, précisons les conditions initiales prises lors de cette situation, dont se repère OIK, c'est-à-dire les coordonnées initiales du centre d'inertie de la balle et les coordonnées de la vitesse initiale de la balle. Puisque la balle, elle est au point O, donc son abscisse initiale et son ordre initial sont nuls, donc x0 et z0 sont nuls. La projection de V0 sur cet axe donnera V0 cos alpha, et ici c'est V0 sin alpha. Donc le V0x c'est V0 cos alpha et le V0z c'est le V0 sin alpha. En projetant A sur les axes x et z, on trouve les coordonnées de l'accélération A. G, elle est verticale dirigée vers le bas, donc perpendiculaire à x. Donc la projection de A sur x sera égale à 0. Donc AX qui est dVx égale à 0. G, elle est parallèle à z, l'axe OZ, et de sens opposé. AZ, c'est la projection de G sur l'axe des Z. Donc AZ égale à moins G, puisque ces deux-là sont parallèles et de sens opposé. Et AZ égale dVz sur dt égale à moins G. J'ai déterminé les coordonnées de l'accélération. Donc je vais maintenant déterminer les équations horaires pour trouver l'équation de la trajectoire. Donc on va intégrer deux fois cette équation pour trouver x et deux fois cette équation pour trouver z. Donc par intégration successive de l'accélération et en tenant compte de ces conditions initiales déjà établies, on a AX elle est nulle. Donc puisque AX elle est nulle, le mouvement il est rectiligne uniforme. Donc son équation c'est V0x t plus x0. x0 il est nul, v0x c'est v0 cos alpha. En remplaçant v0 par sa valeur et alpha par sa valeur, on trouve 9,2 t. Az égale à une constante. Donc on a un mouvement rectiligne uniformément varié. C'est 1 demi AZ t au carré plus v0 zt plus z0. Le AZ c'est moins g.
Le V0Z, c'est V0 sin alpha, et le Z0, c'est 0. En faisant l'application numérique, on trouve Z égale moins 4,9t au carré plus 9,2t. Pour trouver l'équation numérique, ou bien l'expression numérique de l'équation de la trajectoire, je vais tirer t de cette équation et le remplacer dans Z. Donc Z sera écrite finalement sous la forme moins 0,0x carré plus x. J'ai remplacé t ici par x sur 9,2 et j'ai fait l'application numérique. Cette trajectoire est une trajectoire parabolique vu que l'équation est du second degré. Si on avait gardé le V0 cos alpha, G, V0 sin alpha, j'aurais une équation de ce genre-là. Et après, je remplace V0, cos carré alpha, tangente alpha par leur valeur, j'obtiens la valeur numérique. Donc j'ai préféré commencer par les applications numériques, trouver enfin l'équation numérique. On peut encore opter pour trouver l'équation d'une façon générale de la trajectoire et remplacer les constantes par leur valeur numérique. Deuxième question. Sachant que le joueur se trouvant dans la zone B tient sa raquette dans une position verticale et que l'extrémité supérieure de la raquette se trouve dans le plan du mouvement à une hauteur h égale à 3 mètres de la surface du sol. Est-ce que le joueur peut intercepter la balle dans cette situation? Ceci est la situation sur le terrain. L'adversaire est en cette position. Il est situé à une distance x égale grand D plus petit d. C'est la situation de l'adversaire par rapport à l'origine du repère. La trajectoire de la balle est la suivante. Si cette trajectoire passe au-dessus de la raquette, le joueur ne peut pas intercepter la balle. Sinon, le joueur va intercepter la balle. Donc, résumons la situation. Pour que le joueur intercepte la balle, il faut que l'altitude de la balle, cette altitude, qui est égale à Z plus H. N'oublions pas que l'équation donnée, c'était dans ce repère, O, X, Z. Donc, les valeurs sont données, de Z sont données par rapport à cet axe. Donc, l'altitude de la balle sera le Z à ce niveau plus H. Donc, il faut que Z plus H soit inférieur à grand H pour que le joueur puisse intercepter la balle. Donc, faisons ça dans les règles. Pour intercepter la balle, il faut que sa raquette, c'est de la raquette du joueur, soit au moins à la même hauteur que la balle. C'est-à-dire que à ce niveau-là, le Z plus H soit inférieur ou égal à H. C'est-à-dire que Z plus H doit être inférieur à 3 mètres. Donc, calculons la valeur de Z lorsque la balle passe ici. C'est-à-dire lorsque la balle passe par le point X qui est égal à D plus D. Donc, calculons Z au point X égale à D plus D. C'est-à-dire calculons cette altitude. En ce point, après je lui rajoute H pour la comparer à grand H. J'ai déjà l'équation Z égale moins 0,0x carré plus x, c'est l'équation de la trajectoire. Je remplace x par d plus d, je trouve moins 0,06, 14 au carré, d plus petit d c'est 13 plus 1 c'est 14, plus 14, ça donne 2,24. Alors z plus h, ça donne 5,24 mètres. Cette valeur elle est supérieure à 3 mètres. On voit ici que la condition Z plus H inférieure à 3 mètres n'est pas vérifiée. D'où on peut dire que l'adversaire ou bien le joueur adverse n'intercepte pas la balle. Maintenant, une fois que le joueur n'a pas intercepté la balle, il se peut que la balle tombe dans la zone ou bien hors de la zone B. C'est l'objet de la question 3. Montrer que la balle tombe dans la zone B. Reprenons le schéma précédent qui représente le terrain, la position des deux joueurs, du filet et la trajectoire de la balle. Si la balle tombe dans la zone B, ça veut dire que le X de la balle
elle est inférieure à L plus D, c'est-à-dire inférieure à cette distance-là. Et cette distance, c'est D plus L. Et lorsque la balle tombe ici, son ordonnée Z, elle est égale à moins H. Donc, pour que la balle tombe dans cette zone, lorsque Z égale à moins H, X doit être inférieur à L plus D. C'est ce que la phrase suivante dit. Pour que la balle tombe dans la zone B, il faut que le point de chute de la balle, c'est-à-dire lorsque Z égale à moins H, ait une abscisse X inférieure à L plus D. Le L c'était 12 et D c'était 13, ça fera 25 mètres. Soit, lorsque la balle tombe ici en ce point, Z égale à moins H, et on a déjà l'expression de Z, moins 0,06 x carré plus x égale à moins H. Faisons l'application numérique en résolvant cette équation. Ça veut dire moins 0,0 x carré plus x plus 0,7 en remplaçant h par sa valeur égale à 0. C'est une équation du second degré. J'aurai deux valeurs de x, mais n'oublions pas que le point de chute a un x positif. Donc si j'ai deux valeurs, une positive et une négative, je vais garder que la valeur positive qui correspond au cas étudié. Donc la résolution de cette équation donne deux solutions. La première, c'est moins 0,67 mètres et la deuxième, c'est 17,3 mètres. La première, elle est à éliminer dans ce cas, ce n'est pas une solution physique dans ce cas. La solution physique est x2 égale à 17,3 mètres. Donc on peut dire que le point où tombe la balle a une abscisse positive. Donc la solution à retenir est x2 égale à 17,3 mètres. Je constate que cette valeur elle est inférieure à 25 mètres. Donc cette condition est vérifiée. Donc la balle tombe dans la zone B. On constate que la condition x2 qui est égale à 17,3 mètres est inférieur à 25 mètres est vérifiée. Donc la balle tombe dans la zone B. Donc pour ce service, le joueur n'intercepte pas la balle et la balle tombe dans la zone B. Dernière question de cet exercice et de cette série. Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse g à l'instant où la balle frappe le sol en déduire sa direction par rapport à l'horizontale. C'est-à-dire le moment où la balle frappe le sol, on doit déterminer les coordonnées du vecteur vitesse et quel angle fait cette vitesse avec le plan horizontal. Soit x2, l'abscisse de la chute de la balle, et t2, l'instant de chute. On connaît l'équation horaire x et l'équation horaire z, déjà établie avant d'établir l'équation de la trajectoire. Donc, cette équation possède la valeur x2 à l'instant t2. Donc, cette équation possède la valeur x2 à l'instant t2. Déterminons l'instant de chute t2. X égale 9,2 t2. J'en déduis que l'instant de chute, c'est 1,88. Maintenant, je vais à partir de ces deux équations déterminer les coordonnées Vx et Vz. C'est les coordonnées du vecteur vitesse. Donc Vx, c'est la dérivée de x, c'est 9,2. Vz, c'est la dérivée de z, c'est moins 9,8t plus 9,2. Donc les coordonnées du vecteur vitesse sont Vx à l'instant 1,88 et Vz à l'instant 1,88. On constate que Vx est indépendant du temps. Donc Vx au point où la balle frappe le sol, c'est toujours 9,2. Et Vz sera égal à moins 9,8 fois 1,88 plus 9,2. Donc les coordonnées au point de chute, Vx2 c'est 9,2 ne change pas. Vz2 c'est moins 9,8 fois 1,88 plus 9,2, ce qui donne Vx 9,2, Vz moins 9,20. Ceci veut dire que Vx est dirigé dans le sens positif et Vz dans le sens négatif. Ce schéma représente la vitesse V qui est tangente à la trajectoire au point de chute, les coordonnées Vx et Vz. Vx elle est positive, Vz elle est négative. Pour trouver cet angle bêta, la direction, on peut calculer soit le sinus, soit le cosinus, soit la tangente. Puisque j'ai Vx et Vz, je préfère calculer directement la tangente.
Donc la direction de la vitesse VG fait l'angle β avec la ligne horizontale, tel que la tangente β, c'est la valeur absolue de Vz sur Vx. C'est moins 9,22 sur 9, c'est pratiquement 1. Donc β est pratiquement égal à 45 degrés. C'est la fin de la série d'exercices sur le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Merci de votre attention et à la prochaine séance d'exercice.